Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Encore une fois, deux histoires avec des mécaniques assez intéressantes, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Et moi, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, prenez une petite boisson avant parce que c'est important de s'hydrater. Et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Mathis. Mathis a 27 ans et il n'aurait jamais imaginé passer un week-end dans le château familial d'un oncle, et encore moins d'un oncle dont il n'a jamais été proche. Quand l'invitation arrive, il la lit 2 fois avant de vraiment comprendre. C'est leur tante, par alliance, qui leur écrit, donc la veuve de cet oncle qui est décédée. Et Mathis, cette tante, il l'a vue à peine quelques fois dans sa vie. D'ailleurs, il l'a toujours vue de loin, il ne lui a jamais parlé. Et en fait, il nous raconte que dans cette lettre, elle leur propose de venir passer 2 jours chez elle pour discuter de l'héritage. Parce que selon le testament de cet oncle, Mathis et sa sœur sont concernés. Et on est d'accord, c'est un petit peu bizarre, parce que comme je vous l'ai raconté, il n'était pas proche du tout de cet oncle, que ce soit d'ailleurs Mathis ou sa sœur. Après, ils s'entendaient bien, dans le sens il n'y avait pas d'embrouille entre eux, donc peut-être que ça pourrait expliquer pourquoi ils sont dans le testament. Mais bon, j'ai envie de dire, tant mieux pour Mathis et sa sœur. La raison pour laquelle ils ne sont pas proches de cet oncle, c'est qu'en fait, eux, ils ont déménagé dans une maison qui est assez lointaine, et surtout assez reculée, donc ça fait que la famille allait de moins en moins les voir. Mais bon, j'ai envie de dire, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, on n'a pas tous la chance d'habiter l'un à côté de l'autre, et là, malheureusement, ça a été le cas pour Mathis et sa sœur. La mort de cet oncle, notre ami nous raconte que ça a été un peu un choc dans sa famille, mais que pour lui, ça ne l'a pas vraiment été, parce que, certes, il l'a appris par téléphone, mais ça ne lui a pas fait grand chose parce qu'il n'était pas proche du tout de lui. Du coup, il nous explique que recevoir une invitation aussi directe et aussi formelle de la part de la femme de cet homme, ça surprend un petit peu la famille. Au début, les deux hésitent à se rendre là-bas parce que c'est un petit peu bizarre, mais en même temps, ils se disent que refuser, ça pourrait paraître étrange et surtout irrespectueux. Et en même temps, ils se disent, bon, autant y aller pour essayer au moins de comprendre pourquoi cet oncle nous a mis sur son héritage alors que concrètement, on n'a pas vraiment de lien avec lui. Et c'est exactement ce qu'ils font. Un vendredi matin, Mathis passe chercher sa sœur. Le trajet jusqu'au château est relativement long, et plus ils avancent, plus les routes se font étroites, et plus les habitations disparaissent. Quand ils arrivent enfin, ils voient l'immense château qui est devant eux, et c'est hyper impressionnant comme endroit, c'est une énorme maison. Les murs sont épais comme à peu près un immeuble entier, les fenêtres elles font la taille de la tour Eiffel, enfin c'est juste incroyable. Et bon, Mathis, il gare la voiture, ils sortent leurs affaires du coffre, et à ce moment-là, il nous explique que sa sœur, elle lui lance un regard en mode... C'est un petit peu nerveux, c'est un petit peu d'ironie, un petit peu comme si elle voulait faire comprendre que ils auraient peut-être mieux fait de rester chez eux. Mais bon, après vous me direz qu'ils viennent de se taper 2-3 heures de voiture pour hériter potentiellement d'un château qui vaut quelques dizaines de millions. Est-ce qu'on peut parler du trajet le plus rentable de leur vie ? J'en ai bien l'impression. Puis à ce moment-là, il y a leur tante qui sort du château et qui se dirige vers eux. Elle les accueille et d'après Mathis, elle sourit beaucoup, voire peut-être un petit peu trop pour quelqu'un qui ne les connaît pas vraiment et surtout qui vient de perdre son mari. Après, bien évidemment, on n'est pas tous pareils, on est tous différents, on ne gère pas le deuil de la même façon. Et il nous explique aussi que cette tante, elle parle d'une voix très douce, elle les embrasse, elle les fait entrer, elle enlève leur manteau, etc. Et surtout, elle les remercie infiniment de s'être déplacés. Plusieurs fois, elle le répète que ça lui fait du bien de voir de la famille après tout ce qu'elle a traversé. Et lorsqu'elle le raconte ça, Mathis, il remarque tout de suite qu'elle parle beaucoup de son mari, donc de sa personne, mais elle ne parle jamais de souvenirs très précis avec lui, genre des bons moments qu'ils ont vécus. Et surtout, Mathis, il se rend vite compte que cette tante, elle ne parle pas seulement de son mari décédé, donc de la personne qu'il était, mais plutôt de ce qu'elle a fait pour lui. Très vite, la discussion tourne autour de sa maladie, de la fin de sa vie, évidemment de la manière dont elle s'est occupée de lui jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, et elle insiste lourdement sur le fait qu'elle se soit occupée de lui alors qu'il était extrêmement malade, ou même sur le fait qu'elle n'a jamais compté ses heures, qu'elle l'a fait totalement gratuitement, et que en plus, elle a sacrifié énormément de choses pour lui. Ces arguments entre guillemets, elle les répète un bon nombre de fois, comme si elle voulait être sûre que Mathis et sa sœur s'en rendent bien compte, et notre ami l'écoute poliment, mais il sent qu'il y a un truc de forcé, il y a un truc de pas naturel. On dirait vraiment qu'elle essaye de se justifier alors qu'il n'y a pas lieu d'être, personne ne lui a demandé de le faire. Et ça, on est d'accord, c'est un petit peu chelou. À ce moment-là, tout ce beau monde est installé dans le salon, la tante leur sert du café et elle continue de parler. À un moment, elle aborde assez vite fait le sujet de l'héritage et Mathis, ça lui paraît bizarre parce que après tout, ils se sont déplacés entre guillemets pour ça avec sa sœur. Et visiblement, cette tante, elle essaye de les persuader de renoncer à cette maison, car elle explique que l'entretien est très lourd, qu'elle y a vécu avec son mari et que c'est vraiment beaucoup trop de travail pour 2 personnes. Et surtout, elle essaye de leur faire comprendre que ce qui serait logique, c'est que ce soit elle qui la conserve et que eux renoncent à l'héritage, parce qu'après tout, c'est entre guillemets logique, elle y a vécu toute sa vie. Donc elle connaît le moindre recoin, comment est-ce qu'il faut s'en occuper de cette maison, et elle dit tout ça en souriant, mais son regard, lui, il reste fixé sur eux, sur Mathis et sa sœur, comme si elle attendait une réaction de leur part. Bon, lorsqu'elle
a fini d'expliquer les faits, Mathis échange un regard avec sa sœur. Ils n'ont encore rien dit, et pourtant, cette femme, elle semble déjà grave sur la défensive. Elle ne les laisse même pas parler, elle l'enchaîne directement avec le testament. En gros, ce qu'il dit, ce qu'il implique, qui est-ce qu'il concerne, mais elle ramène systématiquement la discussion à elle, à ses sacrifices, à ce qu'elle a fait pour lui, et en gros, à ce qu'elle mérite. Bon, forcément, à un moment, notre ami Mathis, il est un petit peu mal à l'aise, parce que il y a quelque chose qui cloche. Et surtout qu'en fait, il a l'impression d'avoir été convoqué par sa tante pour être manipulé ou plutôt convaincu de ne pas accepter cette maison. Lui, il s'attendait plutôt à l'inverse, dans le sens qu'on lui explique comment est-ce que ça va se dérouler, sauf que pas du tout. Lui et sa sœur ne disent absolument rien devant elle, ils se font simplement des regards en mode on en parlera plus tard tous les deux. Parce que le truc, c'est que Mathis et sa sœur, ce sont des personnes profondément gentilles. Et que naturellement, ils éprouvent de la peine pour cette femme qui vient de perdre son mari. Visiblement, elle en a pris soin toute sa vie, elle a sacrifié beaucoup de choses, donc ça leur fait beaucoup de peine. Dans sa tête, à ce moment-là, Mathis, il se dit que c'est pas impossible qu'il refuse son héritage pour tout lui laisser après les bons services qu'elle lui a rendus. Bref, la discussion se termine et arrive le moment du dîner. On nous explique que ça se passe dans une ambiance assez étrange, il y a rien de franchement inquiétant, mais il y a une sorte de tension qui est assez lourde, parce que la tante, en fait, elle les observe beaucoup, elle regarde ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils mangent, si leur assiette est vide ou non, elle leur fait des petits commentaires un petit peu déplacés, et surtout elle leur pose des questions personnelles, parfois trop, et elle rebondit constamment sur leurs réponses pour ramener la conversation à la maison, à l'héritage, à ce que ça représenterait pour elle de devoir partir de ce lieu, et on est d'accord, c'est un petit peu relou. Mathis, il sent bien que sa sœur est également tendue, donc ils répondent en étant très prudents. Ils évitent surtout de s'engager et ils essayent de rester neutres le plus possible, mais à plusieurs reprises, la tante laisse entendre que certaines personnes profitent de situations comme celle-ci et que parfois, la famille peut être cruelle lorsque ça concerne de l'argent. En gros, elle ne les accuse pas directement, mais elle le sous-entend assez fortement. Et là, Mathis, il se pose la question de savoir s'ils n'ont pas fait une erreur en se rendant ici, parce qu'il a tout simplement l'impression d'être dans un jeu qu'il ne comprend pas. Plus tard, dans la soirée, lorsqu'ils sont installés dans la chambre d'amis, Mathis parle à voix basse avec sa sœur, ils se disent la même chose sans vraiment oser la formuler clairement. En gros, ils se disent qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette dame, qu'elle n'est peut-être pas sincère, pas honnête. Pourquoi, ils ne le savent pas encore, mais pour eux, il y a quelque chose. Mathis, il essaye de rationaliser en se disant qu'elle est en deuil, que c'est une phase très compliquée, que cette histoire de l'héritage, ça la stresse beaucoup parce que c'est une question d'argent et de beaucoup d'argent, et que surtout elle est potentiellement sur le point de perdre le lieu où elle a vécu pendant des dizaines d'années, et n'importe qui, ça lui briserait le cœur. Mais malgré tout ça, Mathis, il a quand même une petite partie de son cerveau qui lui dit alerte rouge. Bref, il continue de discuter de tout et de rien avec sa sœur et à un moment, il s'endort. Le lendemain matin, Mathis se réveille avec cette sensation bizarre de ne pas être vraiment reposé. Il met quelques secondes à se rappeler où il est et puis tout revient d'un coup. Étant donné qu'il a un petit peu la tête dans le cul, ça lui met quelques secondes avant de se rappeler où il est, mais tout revient d'un coup et quand il rejoint sa sœur en bas pour le petit déjeuner, il voit tout de suite à son visage qu'elle a ressenti la même chose toute la nuit. Ils échangent quelques mots histoire de confirmer qu'aucun des deux n'est vraiment à l'aise ici dans cette maison, ou plutôt devrais-je dire dans ce manoir. Et à un moment, la tante descend les escaliers et elle les rejoint. Elle leur sourit, elle leur demande s'ils ont bien dormi dans cette belle chambre. Puis elle se lance encore sur un long discours sur la maison, sur les travaux qu'elle a dû gérer toute seule, que ça lui a coûté de l'argent, toute son énergie, du temps. Enfin bref, elle parle beaucoup trop et Mathis nous dit que ça devient vraiment lourd parce qu'il remarque qu'en gros, elle revient systématiquement sans cesse sur les mêmes idées, toujours avec les mêmes mots, comme un putain de texte qu'elle a appris par cœur et qu'elle récite comme ça à foison. Au fil de la matinée, les discussions s'enchaînent, elles se répètent et elle les emmène carrément visiter certaines pièces et elle insiste sur celles qu'elle a rénovées elle-même, sur les choix qu'elle a fait avec son mari avant sa mort et surtout ce qu'elle a dû faire après sa mort. Et à plusieurs reprises, elle glisse des phrases comme quoi elle connaissait ses habitudes mieux que personne. Vous me direz, tant mieux parce que c'était sa femme, qu'elle faisait attention à tout, à sa santé, à son sommeil, à son alimentation, à son plat préféré, à ce qu'il ne fallait surtout pas lui donner à manger. Et bon, Mathis, c'est pas qu'il s'en bat les couilles, mais presque, du coup il écoute à moitié. Puis, à un moment, la tante évoque quelque chose un peu comme une anecdote. En gros, elle leur explique les précautions qu'elle prenait en cuisine ainsi que les ingrédients à éviter absolument à cause de ses problèmes de santé. Elle explique aussi ce qui aurait pu lui être fatal si elle n'avait pas été vigilante. Et à ce moment-là, Mathis, il remarque qu'elle s'interrompt un instant comme si elle réalisait qu'elle en disait un petit peu trop. Puis, lorsqu'elle se rend compte de ça, elle enchaîne sur quelque chose d'autre. Mathis échange un regard rapide avec sa sœur et là, ils commencent tous les deux à avoir de vrais doutes sur cette femme. Et quand Mathis et sa sœur se retrouvent enfin seuls quelques minutes, et Mathis lui dit « Mais on est d'accord, ce matin quand elle nous parlait, je suis pas fou, tu as compris la même chose que moi. » Elle a évoqué certains risques médicaux avec une précision très chelou, et à ce moment-là, sa sœur fronce les sourcils parce que, visiblement, ils ont compris la même chose. Ils essayent donc de rationaliser, de se dire qu'elle a vécu la maladie de près et que c'est normal de se souvenir de ce genre de détails. Mais, on est d'accord, évoquer une allergie alimentaire mortelle plus le fait de parler autant d'un héritage, généralement dans les films, c'est que la personne
elle y est un petit peu pour quelque chose. Est-ce que c'est le cas de cette bonne femme ? On n'en sait rien, mais on va peut-être le découvrir. En fin d'après-midi, leur tante a une superbe idée, elle leur propose d'organiser un très grand dîner, histoire de marquer le coup comme il se doit avant le départ qui est prévu pour le lendemain. Elle passe d'innombrables heures en cuisine, Mathis et sa sœur ils sont presque gênés donc ils lui proposent de l'aide, mais à chaque fois elle refuse catégoriquement. Parfois quand Mathis passe devant la porte de la cuisine, qui est entrouverte, il la voit très concentrée, presque tendue, comme si chaque geste comptait énormément, comme si on était dans un restaurant gastronomique, alors qu'à tout moment elle leur pond une putain de tarte au fromage. Je suis désolé mes amis, pour ceux qui aiment la tarte au fromage, moi je trouve ça... Je vais pas m'exprimer sur ce sujet, mais j'aime pas du tout. C'est le premier plat qui m'est venu à l'esprit, je suis désolé. Bien évidemment, je veux offenser personne. Après plusieurs heures d'attente, le dîner commence enfin et la tante sert les plats elle-même. Elle observe leurs réactions, leurs bouchées, leurs expressions, et cette fois-ci, contrairement au dernier repas, elle parle très peu. Évidemment, vous vous en doutez, le peu de fois où elle parle, c'est pour ramener cette histoire d'héritage. La maison, ce qu'elle a fait pour son mari et tout le bordel. Juste avant de prendre une première bouchée, Mathis remarque qu'il n'y a pas de sel sur la table. Donc, il lui demande gentiment où il est. Sa tante lui demande d'aller en chercher dans la cuisine, donc il se lève, il entre dans la pièce et il commence à ouvrir les placards jusqu'à trouver le sel. En cherchant, son regard se pose sur un paquet de noisettes qui est sur une étagère et il remarque qu'il est entamé. Mathis s'arrête un instant, il prend le paquet dans la main, sans vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça, parce que vous me direz, c'est un paquet de noisettes traditionnel. Mais à ce moment-là, il y a une phrase qui lui vient immédiatement en tête. C'est sa tante qui, en début de journée, lui parlait des problèmes de santé de son mari et elle avait bien insisté sur le fait qu'elle est allergique aux fruits à coque, tout comme son mari. Elle a également ajouté un détail, c'est que cette allergie, elle n'est pas banale, elle est potentiellement mortelle pour elle, donc elle doit faire extrêmement attention en cuisine. À ce moment-là, Mathis n'y avait pas prêté plus d'attention que ça, mais dans la cuisine, avec ce paquet entre les mains, eh bien, tout prend un autre sens. Il essaye tant bien que mal de se convaincre que ça ne veut rien dire, que ce paquet peut être là depuis des années, même si on en doute un peu, et que peut-être il n'a absolument aucun lien avec ce qu'il imagine dans sa tête. Sauf qu'il a la bonne idée, c'est de retourner le paquet et de lire la date de péremption. Et celle-ci est très récente. Ça veut donc dire que ce paquet a été acheté récemment, donc... c'est un petit peu bizarre. En plus, il se souvient que la tante refuse systématiquement l'aide de toute personne en cuisine, et quand elle parle à Mathis et sa sœur, elle insiste sur le fait qu'elle connaissait mieux que quiconque les besoins alimentaires de son mari. Bon, là, il n'y a plus vraiment de doute, Mathis repose le paquet, il prend le sel, et il retourne à table, il ne dit rien à sa sœur, mais à partir de cet instant précis, il est certain d'une chose, son oncle, peut-être qu'il n'est pas mort d'une cause si naturelle que ça, et que, encore pire, ce dîner... n'a rien d'anodin. Il se rassoit, il continue de manger, puis vient le tour du dessert. La tante le pose sur la table avec un sourire très satisfait. Elle insiste pour qu'ils en prennent, pour qu'ils goûtent ce qu'elle a passé du temps à faire. Mathis accepte par politesse, même s'il n'a plus très faim. Donc il prend une part, et comme d'habitude, sans même vraiment s'en rendre compte, il l'approche de son visage comme pour sentir si ça sent bon ou si ça pue la merde. C'est un truc qu'il fait depuis toujours, donc pourquoi changer maintenant? Et au moment où il fait ça, la réaction de la tante, elle est immédiate. Elle lui hurle dessus, elle lui dit que ça ne se fait pas, que c'est un malpoli. Elle est hyper sèche et surtout hyper agressive, donc Mathis, il reste là, figé, parce que cette violence le surprend. En soi, il n'y a rien de grave de sentir une part de gâteau, vous me direz, c'est pas un truc dramatique. Donc, il repose lentement sa fourchette, puis volontairement, cette fois il rapproche à nouveau le gâteau de son nez, et là, il sent une odeur amère et surtout anormale, qui normalement n'a rien à faire dans un gâteau au chocolat. Il lève les yeux et il voit sa sœur qui s'apprête à porter la cuillère à sa bouche, et sans réfléchir une seule seconde, il pousse sa sœur pour que sa cuillère tombe. En gros, c'est un peu comme s'il la pousse et où il lui met une claque. Le bruit résonne violemment dans la salle à manger, sa sœur elle sursaute, elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et là, sa tante se lève d'un bond et elle le hurle dessus qu'ils sont complètement malades. Et là, Mathis, il voit qu'elle change complètement, elle devient complètement cinglée. Très vite, la sœur de Mathis comprend que le gâteau... il est spécial, et que là, ils sont en danger. À ce moment-là, la tante contourne la table hyper rapidement et elle attrape la sœur de Mathis. Elle l'attrape par les cheveux, elle la tire en arrière, et ça la fait presque tomber de sa chaise. Mathis n'a même pas le temps de parler qu'il voit que la tante essaye de coller la cuillère à la bouche de sa sœur. Elle lui hurle un peu comme à un bébé d'arrêter de faire des histoires et de manger ça tout de suite. Et là, sa voix, elle est carrément méconnaissable. Elle est complètement hystérique, et son masque de tante veuve qui est très gentil, il tombe radicalement. La sœur de Mathis, pendant ce temps, elle essaye de se débattre comme elle peut, elle pleure, elle crie, elle tourne la tête, elle essaye de se boucher la bouche, mais elle n'y arrive pas. Et à un moment, la cuillère, elle se trouve à quelques millimètres seulement d'elle. Là, Mathis, en voyant ça, il en est sûr et certain, la mort de son oncle n'est pas accidentelle. Et s'il ne bouge pas, c'est probablement sa sœur qui va y passer d'ici quelques minutes. Un gâteau au chocolat qui pue de cette façon, c'est pas commun. Mais là, malheureusement, il n'y a pas le temps de réfléchir parce que la femme est en train de tuer sa propre sœur sous ses yeux. Là, Mathis attrape son assiette qui est encore sur la table. Il la lance tel un boomerang dans la gueule de la dame et ça lui explose la tête. La tante, en prenant un tel coup, elle est un petit peu déboussolée. Mais Mathis, ça l'arrête pas du tout. Il fonce
sur elle et lui met son plus beau RKO et elle est au sol. Elle est encore consciente, elle arrive à se relever un tout petit peu, à glisser en arrière. Mais à un moment, Mathis lui met la finition. Il lui met sa plus belle descente du coude et la tante s'effondre par terre. Sa sœur est assise contre la table, en larmes, et elle est incapable de parler, donc Mathis ne cherche même pas à savoir si la tante est consciente ou pas. Il se précipite vers sa sœur, il la relève comme il peut, il vérifie en quelques gestes qu'elle va bien, qu'elle n'est pas trop blessée, et là, ils se mettent à courir pour partir de cet endroit. Ils prennent vite fait leurs affaires, leurs sacs, ils traversent le château en courant, ils atteignent enfin la porte d'entrée, il sort à l'extérieur, il fait nuit noire, puis il court jusqu'à la voiture. Tellement il est stressé et qu'il tremble, Mathis n'arrive pas à mettre les clés dans le contact, mais à un moment, il y arrive, il appuie sur l'accélérateur, et il se barre. Sur la route, ni Mathis ni sa sœur ne parlent pendant un long moment, et tout à coup, sa sœur finit par éclater en sanglots. Mathis, il reste concentré, il garde les yeux sur la route, et dès qu'ils arrivent chez leurs parents, ils leur racontent absolument tout, que ce soit le comportement étrange de la personne, le dîner qu'ils viennent d'avoir, et ils expliquent aussi que cette tante insistait sur le fait qu'elle voulait qu'il renonce à la maison, pour toutes les raisons que je vous ai déjà expliquées. Voyant que Mathis et sa sœur étaient un petit peu réticents quant à cette idée, elle les a potentiellement empoisonnés. Et évidemment, logiquement, j'ai envie de dire, lorsque les parents entendent ça, ils appellent immédiatement la police et surtout, ils déposent plainte contre cette femme. Après ça, une enquête est ouverte, Mathis et sa sœur racontent leur version sans rien changer aux enquêteurs. Mais malheureusement, très vite, la réalité les rattrape parce que quand les enquêteurs vont au château, eh bien, ils se rendent compte que cette femme a absolument tout jeté, que ce soit le gâteau, les noisettes, et que tout a été nettoyé de fond en comble. Dans sa version, la tante évoque un malentendu, une dispute qui a un peu mal tourné, et elle dit aussi que c'est la faute de Mathis, c'est lui qui a été agressif et violent en premier, et qu'elle, elle s'est simplement défendue. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas pu trouver plus de preuves que ça. Et malheureusement, la cause du décès de ce pauvre oncle reste naturelle, même si Mathis et sa sœur en sont persuadés parce qu'ils ont eu la preuve par A plus B que ce n'était pas le cas. Pour eux, la version officielle est très simple en réalité. Cette tante a empoisonné son mari, donc elle l'a tué, pour pouvoir hériter de la maison, pour se faire plein de fric. Et lorsqu'elle a vu qu'il y avait malheureusement d'autres personnes sur l'héritage, donc que potentiellement ces personnes allaient hériter de cette maison, eh bien, sa mission était simple. C'était de les buter aussi. Malheureusement, après cette histoire, la tante n'est pas arrêtée. Elle garde sa version des faits, comme quoi c'est un malentendu et que Mathis a été violent en premier. Et ça, malheureusement, c'est terrible. Malheureusement, cette histoire a bouleversé Mathis et sa sœur, ils ont mis des années à s'en remettre. Et inutile de vous préciser que ça a brisé des liens au sein de la famille. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois qu'on a une mécanique comme ça sur la chaîne, moi j'ai vraiment apprécié. Ça change, ça fait du bien sur la chaîne, j'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, comme d'habitude, écrivez-le moi en commentaire. Avant de passer à la deuxième histoire, abonnez-vous sur la chaîne, reprenez une petite bouteille d'eau ou une autre boisson. Et on est parti. Cette deuxième histoire, c'est celle de Daniela. Depuis un an, Daniela est écrivaine et apparemment c'est hyper stressant. Il y a beaucoup de délais à respecter, des attentes de la part du public, et surtout cette pression constante de devoir produire quelque chose d'irréprochable. Depuis maintenant des semaines, elle travaille sur un livre important, c'est le genre de livre qui peut tout changer sur elle parce qu'elle est sûre et certain que ça va être un best-seller. Mais le problème, c'est que depuis quelques jours, elle n'arrive plus vraiment à se concentrer chez elle ou même à écrire. Et la cause, elle est très simple. C'est ses voisins qui font un bruit infernal du matin au soir. Ils font des travaux qui n'en finissent pas, ils mettent la musique beaucoup trop forte, ou alors ils crient, ils claquent les portes, enfin bref, c'est un bordel constant, et ça, c'est tout simplement insupportable. Daniela, elle a essayé de prendre sur elle et de se dire que ça allait passer un jour ou l'autre, mais plus les jours passent, plus le bruit augmente. À cause de tout ça, lorsqu'elle doit travailler sur son livre, elle se retrouve à fixer son écran, et ce, pendant des heures, sans même réussir à aligner 3 phrases. Au fur et à mesure, la fatigue s'installe, l'énervement aussi, parce qu'elle dort mal, elle écrit mal, elle n'arrive pas à avancer, et surtout, elle commence gentiment à perdre confiance en elle. Arrive un soir où c'en est beaucoup trop, elle craque, elle ferme son ordinateur et elle se dit qu'elle ne peut plus rester là. Elle prend son téléphone, elle ouvre une application pour chercher un endroit isolé, pas trop loin, juste assez pour disparaître 2 ou 3 jours et surtout pour écrire la fin de son roman dans la paix la plus absolue. Notre amie tombe sur une petite maison qui se trouve à la campagne, elle est assez simple, visiblement il n'y a pas de voisins proches, les photos elles montrent un intérieur plutôt banal mais très propre, donc elle réserve sans réfléchir, elle se dit que c'est exactement ce qu'il lui faut à ce moment-là. Le lendemain, Daniela prend ses affaires, son ordinateur, ses notes, quelques vêtements et elle part de chez elle en voiture pour rejoindre son petit havre de paix pour les prochains jours. Le trajet est relativement calme, la jeune femme nous raconte que plus elle s'éloigne de la ville, plus elle sent la tension redescendre et la paix qui s'installe en elle. Quand elle arrive devant la maison, elle est soulagée, l'endroit est hyper silencieux. Elle récupère les clés, elle entre dans la maison, elle pose ses affaires et elle fait rapidement le tour des différentes pièces. Elle constate que la maison est un petit peu vieillotte mais ça fera totalement l'affaire et elle se réjouit d'une seule chose, c'est de pouvoir continuer l'écriture de son livre. Le premier jour se passe bien, Daniela s'installe à une table près d'une fenêtre et elle écrit pendant des heures et des heures. Elle met de la musique, comme toujours, pour avoir un petit fond sonore qui l'aide à se concentrer, et les mots commencent à revenir gentiment. Là, c'est la première fois depuis un sacré moment qu'elle a l'impression d'avancer. D'ailleurs, mes amis, dites-moi si vous aussi, ce truc de mettre de la musique en fond, ça vous aide à vous concentrer. Personnellement, il y a 2 choses que je fais, vous allez peut-être me trouver bizarre, enfin je sais que c'est le cas pour certaines personnes. Je mets rarement de la musique qui
provient de Spotify ou d'une application de musique, dans le sens des chansons qui ont été enregistrées en studio, moi, mon truc, c'est que je mets des concerts live. Est-ce que c'est bizarre? J'en ai aucune idée, mais moi, ça me met dans l'ambiance. Et il y a un autre truc que je fais régulièrement, c'est que quand je travaille sur un projet ou que je travaille sur quelque chose, je mets un stream en fond. C'est des gars qui sont en train de se foutre sur la gueule sur Call of Duty, moi ça m'aide à me concentrer et à trouver de l'inspiration. Donc je suis curieux de savoir ce qui vous aide au quotidien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par DM sur Instagram. Bref, notre amie, elle ne fait presque pas de pause et le soir arrive limite sans qu'elle s'en rende compte. Elle mange un truc vite fait, elle se remet à écrire pour ne pas perdre son inspiration. Elle est quand même un petit peu fatiguée avec le voyage, les émotions, etc. Mais elle s'en fiche parce qu'elle est dans son truc et que pour une fois qu'elle avance vite, elle ne va pas tout gâcher. Au beau milieu de la nuit, alors qu'elle tape encore sur son clavier, Daniela entend un léger bruit comme un craquement sous le plancher. Bon, elle s'arrête une petite seconde, elle enlève son casque, elle écoute, puis il n'y a plus rien. Elle hausse les épaules, elle remet son casque et elle réécoute sa musique. Je vous le rappelle, c'est une vieille maison, le bois travaille, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait du bruit. Un peu plus tard, elle entend comme un frottement très léger, presque imperceptible. Elle fronce les sourcils, mais elle ne se lève pas parce qu'elle est vraiment beaucoup trop concentrée sur son livre et aussi un petit peu trop fatiguée pour s'inquiéter. Donc elle laisse couler et elle met ça sur le dos de la maison qui est en train de travailler. Enfin, plutôt le bois qui est en train de travailler. Une heure plus tard, notre amie finit par aller se coucher avec cette sensation d'avoir bien bossé. Et une fois qu'elle est couchée dans son lit, elle repense au bruit, mais elle se convainc que ce n'était rien, que c'était simplement le silence de la campagne qui amplifie le moindre bruit. Tellement elle est crevée, elle finit par s'endormir au bout de quelques minutes seulement. Et il est tellement tard que le lendemain, elle se réveille aux alentours de midi. Évidemment, elle se réveille comme une pile électrique, elle est hyper motivée à écrire son livre. Elle commence par se faire un café, elle reprend le travail presque immédiatement, et la journée s'écoule de la même manière. Écriture, fatigue, musique, donc rien de spécial. Et à un moment, en fin d'après-midi, Daniela se lève pour aller chercher de l'eau, et là, il se passe quelque chose de très bizarre. Pendant une seconde, elle croit voir une ombre qui passe dans le couloir, mais pas une silhouette nette d'une personne, une sorte de tache très sombre qui bouge. Elle s'arrête net, son cœur bat à 1000 à l'heure, elle regarde tout autour d'elle pour vérifier, mais la maison est vide, elle est complètement seule à l'intérieur, donc elle souffle un bon coup et elle retourne s'asseoir pour travailler. Quelques heures plus tard, le soir arrive et Daniela nous raconte qu'elle hésite à mettre de la musique cette fois-ci, donc elle décide de s'en passer. Elle veut bosser dans le silence total, pour voir ce que ça fait. Est-ce que c'est réellement ça la raison ou est-ce qu'elle veut faire en sorte de peut-être entendre le moindre bruit? On ne sait pas. Au début, ça l'aide à être plongée complètement dans le calme, mais plus le temps passe, plus elle se rend compte qu'elle entend le moindre bruit. Que ce soit un petit courant d'air qui passe sous la porte, le bois qui craque, ou des pas à l'extérieur, elle entend tout. À un moment, les fameux craquements sous le plancher de la veille reviennent, mais encore plus fréquemment. Elle s'arrête plusieurs fois pour écouter attentivement, mais malheureusement, à chaque fois, c'est trop faible pour l'alerter. Daniela commence simplement à se dire qu'elle ne se sent pas totalement à l'aise ici, mais elle n'a pas vraiment peur non plus, donc elle ne se pose pas plus de questions que ça. Elle se répète constamment dans sa tête qu'elle est seule, qu'il ne va rien lui arriver, qu'elle a verrouillé toutes les portes et toutes les fenêtres, et qu'il n'y a absolument aucune raison de paniquer. Notre amie secoue la tête en étant agacée contre elle-même de s'imaginer des choses pareilles, parce qu'après tout, vous allez me dire, ce genre de situation, ça n'arrive que dans les films d'horreur. Et elle continue d'écrire, sauf que, vu qu'elle se pose quelques questions, son rythme ralentit. Elle jette de plus en plus des coups d'œil autour d'elle sans s'en rendre vraiment compte. Et à un moment, alors qu'elle est concentrée sur son écran, un très léger grincement se fait entendre derrière elle. Daniela se fige immédiatement, le grincement est léger, mais il est juste derrière elle, et c'est beaucoup trop proche pour être ignoré. Ses doigts restent suspendus au-dessus du clavier et pendant une petite seconde, elle n'ose même plus respirer. Elle écoute attentivement en se disant que si elle se retourne et qu'il n'y a rien, elle va vraiment finir par penser qu'elle est folle. Elle se persuade encore une fois que c'est le bois de la maison qui travaille ou que c'est un bout de métal qui a grincé ou on ne sait quoi. Et là, elle va commettre une grossière erreur. Notre amie ne se retourne pas. Elle reprend l'écriture lentement, phrase par phrase, mot après mot, mais elle sent bien qu'elle n'est plus du tout plongée dans son texte parce qu'il y a la fatigue qui lui colle à la peau. Et elle se dit qu'elle aurait peut-être dû faire une sieste cet après-midi. Au moment où elle se dit ça, elle entend à nouveau quelque chose, mais pas sous le plancher cette fois-ci, juste derrière elle. Elle entend un frottement très lent, comme quelque chose qui glisse. Donc cette fois-ci, ça la fait tellement flipper qu'elle se retourne brusquement. Et c'est à ce moment précis qu'elle voit quelque chose qu'elle n'avait pas vu jusqu'à maintenant. C'est une trappe qui se situe au fond de la pièce, près du mur, presque confondue avec le parquet. Elle est très discrète, pas du tout visible. Et en fait, elle sait très bien pourquoi elle n'a jamais vu cette trappe. C'est parce qu'il y avait un tout petit tapis dessus et que celui-ci est décalé de quelques centimètres. Au début, Daniela, ce détail de tapis déplacé, elle ne le capte pas direct. Elle se lève doucement, elle fait 2 pas dans la direction de la trappe, juste pour vérifier. Elle fait très doucement, juste au cas où. Et au moment où elle s'approche de celle-ci, la trappe grince à nouveau et elle s'entrouvre de quelques centimètres. Putain, Daniela, à ce moment-là, elle sent son sang qui est en train de se glacer. Elle recule d'un pas, sans réfléchir, alors que la trappe continue de s'ouvrir doucement, un peu comme si quelqu'un prenait son temps de l'autre côté. Puis tout à coup,
une main apparaît. Les doigts semblent chercher le sol, ils avancent lentement sur le parquet, et notre amie, à ce moment-là, elle nous confie qu'elle est juste incapable de faire quoi que ce soit. Que ce soit hurler, pleurer, appeler à l'aide, elle est simplement pétrifiée parce que son corps refuse de bouger. Et dites-vous qu'à ce moment-là, elle regarde cette main comme si elle n'était limite pas réelle, tandis que la main, elle continue d'avancer comme si elle était prudente, et tout à coup, sans savoir vraiment d'où ça lui vient, Daniela réagit, elle attrape sa chaise, elle la soulève, et elle frappe de toutes ses forces sur cette main. Ça fait un bruit d'enfer, c'est très violent, elle frappe encore, et là, il y a un cri monstrueux qui déchire la pièce. C'est un hurlement de douleur absolument horrible à entendre, et aussitôt, la main disparaît sous le plancher, puis la trappe se referme violemment. Daniela lâche la chaise et elle recule jusqu'au mur. Elle tremble de tout son corps et son cœur bat à 1000 à l'heure. Elle a limite envie de vomir et sous ses pieds, ça frappe très fort. Elle entend des coups désespérés répétés sous le plancher et surtout des cris de douleur qui sont atroces. Elle prend le meuble le plus lourd qu'elle trouve et elle le déplace sur la trappe histoire qu'elle ne puisse plus s'ouvrir. Pendant ce temps, la personne en bas commence à cogner toutes ses forces sur la trappe pour en sortir. Donc Daniela, elle recule en étant complètement paniquée. Elle ne cherche même pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Elle attrape son téléphone, elle ouvre la porte et elle sort en courant dans la nuit, pieds nus et sans veste. Et étant donné qu'on est en hiver, il fait nuit noire, il fait moins 12 degrés. Et l'air froid, c'est juste en train de la congeler. Mais elle s'en fout, elle s'arrête à quelques mètres seulement de la maison et elle compose le numéro du propriétaire qui répond après seulement quelques tonalités. Bon, lui, il s'en bat un peu les couilles, il répond d'une voix calme, presque agacée. Et Daniela, elle débite, elle lui dit « Écoute mec, il y a un gars chez toi, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. » Et au-delà d'être un mec, c'est une main qui est sortie d'une trappe qui était au plancher. Est-ce que je suis dans un film de science-fiction ou d'horreur? Je ne sais pas, mais il faut intervenir. Évidemment, elle a du mal à articuler, tellement elle est paniquée, et à l'autre bout du fil, il y a un silence, puis un soupir. Le propriétaire de la maison lui dit qu'elle doit être stressée, qu'elle a sûrement fait un cauchemar ou une hallucination, qu'en plus de ça, il est très tard, donc ça ne se fait pas d'appeler des gens comme ça au beau milieu de la nuit. Et pour finir, il lui dit qu'elle n'a rien à craindre, parce que c'est la seule à avoir accès à cette maison. Face à un tel niveau de bas les couilles, Daniela, elle reste figée parce qu'elle est sûre et certaine de ce qu'elle a vu. Elle lui réexplique, mais lui, il en a rien à carrer. Il insiste, il lui parle doucement comme à quelqu'un qui perd complètement la boule et il lui conseille de se reposer, d'aller se rendormir. Comme ça, demain, elle sera en pleine forme. Daniela raccroche sans répondre, elle regarde la maison qui est devant elle et elle sait qu'elle n'a absolument rien imaginé. Donc cette fois, elle appelle la police parce qu'on ne sait pas ce que la personne pourrait lui faire si elle arrive à sortir de cette trappe. Au téléphone, elle raconte ce qu'elle vient de voir précisément, qu'elle n'hallucine pas, qu'elle n'a pas consommé de substances illicites et surtout qu'il faut venir rapidement. Une fois l'appel terminé, Daniela reste dehors à attendre avec le téléphone serré dans la main et elle est totalement incapable de retourner dans la maison et d'ailleurs c'est compréhensible. Et ce qu'elle fait, c'est que vu qu'elle a froid, elle essaye de faire les 100 pas. Elle écoute, elle guette le moindre bruit qui pourrait provenir de la maison et vraiment, elle reste très attentive. Le temps passe et les minutes lui paraissent être interminables et quand les gyrophares apparaissent enfin au bout du chemin, Daniela, elle est soulagée. 2 policiers descendent de la voiture, ils lui demandent calmement ce qu'il se passe. Donc elle raconte tout en détail encore une fois, et les 2 policiers décident logiquement d'entrer à l'intérieur. Tout à coup, pendant qu'elle est en train de leur parler, il y a un bruit très sourd qui résonne, et on dirait qu'il provient de sous le plancher de la maison. Et ils entendent un coup, puis un autre, et les policiers se regardent, l'un d'eux demande à Daniela de rester en retrait, et les coups reprennent en étant plus faibles et plus lents. Donc ce que font les agents, c'est qu'ils déplacent le meuble qui actuellement recouvre la trappe, ils l'ouvrent et là, il y a une odeur absolument terrifiante qui remonte. Ils pointent une lampe de poche pour éclairer l'intérieur et là, ils découvrent une sorte de cave qui est très étroite. Après avoir regardé attentivement, ils descendent prudemment grâce à une toute petite échelle. Daniela, elle est sur le cul, elle observe depuis là-haut ce qui se passe. Et dans la cave, on voit un matelas qui est posé à même le sol, des bouteilles d'eau complètement vides, des emballages de nourriture, puis des vêtements. Et c'est à ce moment-là que dans un coin de la pièce, l'un des policiers aperçoit un homme qui tient sa main en sang et qui ne bouge presque pas. Très vite, voyant qu'il n'est pas dangereux, les policiers le sortent de là. Il a le visage très sale, très creusé, et sa main, elle est dans un sale état. Et on se demande pourquoi. Lorsqu'elle voit l'homme, Daniela ne ressent même pas de la pitié parce que pour elle, c'est un cambrioleur ou quelqu'un de mal intentionné. Elle le regarde en ayant extrêmement peur parce qu'elle comprend d'un coup que les bruits, les ombres, etc., peut-être que c'était lui, et que potentiellement ce mec a déjà ouvert la trappe, il s'est rendu dans la maison pendant qu'elle était concentrée avec sa musique sur les oreilles, en train d'écrire son livre. Là, l'homme parle aux policiers, mais pas beaucoup, juste assez pour leur expliquer qu'il est là depuis des mois et des mois, tout simplement parce qu'il n'avait nulle part où aller. Visiblement, il avait l'habitude de voler des vêtements, des affaires, parfois un petit peu de nourriture et des objets personnels de valeur pour pouvoir les revendre à l'extérieur et se faire de l'argent. Les policiers font vite le rapprochement avec une affaire où des gens avaient déjà logé dans cette maison et où il s'était fait malheureusement agresser en pleine nuit. Malheureusement, l'homme n'avait jamais été retrouvé, la police n'avait jamais remis la main dessus et maintenant, ils comprennent bien pourquoi. Daniela, elle n'écoute qu'à moitié, elle repense à toutes ces nuits où elle écrivait en étant seule avec sa musique sur les oreilles, et elle était persuadée d'être en sécurité. Imaginez-vous un instant être en train de faire quelque chose en étant très concentré, et juste derrière vous, il y a un mec
un petit peu bizarre qui vous observe. Franchement, ça, je pense que c'est ma plus grande hantise, d'être à un endroit, de louer une maison ou peu importe, et qu'il y ait quelqu'un qui vous observe à quelques mètres seulement de vous. Les policiers, ils notent tout ce qui se dit et ils continuent de poser des questions à cet homme. Et plus tard, ils l'emmènent au commissariat. Daniela, elle décide de ne pas porter plainte contre lui, elle veut simplement se barrer d'ici. Donc, elle prend ses clics et ses claques. Et elle se barre. Quelques jours plus tard, Daniela apprend les détails. En fait, la police lui raconte que l'homme de la trappe avait loué la maison après une rupture amoureuse. À la base, il devait y rester 2 semaines, mais après avoir découvert l'existence de cette trappe, il n'est jamais reparti parce qu'il s'est rendu compte que le propriétaire ne venait jamais vérifier l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il nous explique qu'à la base, il y avait des produits d'entretien d'une piscine. Sauf que cette piscine était à l'extérieur et entre-temps, elle a été rasée pour laisser place à une magnifique terrasse. Les voyageurs se sont succédés dans cette maison et jamais personne n'a vu cette foutue trappe. Malheureusement, le policier explique à notre ami que, en plus du matelas, des affaires et des bouteilles d'eau vides, ils ont retrouvé un objet un petit peu plus dérangeant. Sur le mur, à peu près au niveau de la tête, il y avait des phrases qui étaient écrites à la main. Et en gros, les policiers n'arrivaient pas à vraiment comprendre ce que ça voulait dire, mais c'est des bouts de phrases mis bout à bout. Et de temps en temps, il y avait des phrases entières. Bon, Daniela, elle est un peu curieuse, elle demande aux policiers ce qu'ils ont vu, et là, il lui lit quelques-unes de ces phrases. Daniela, lorsqu'elle entend ça, elle a les frissons qui viennent d'un coup, parce que mes amis, ces phrases, elles sont tirées de son propre livre. Certaines phrases étaient barrées, d'autres réécrites plusieurs fois, et elle explique que ces phrases-là, elle les a écrites il y a à peine quelques jours. Elle comprend alors qu'il y a 2 possibilités. Soit cet homme se tenait pile derrière elle lorsqu'elle écrivait, soit il sortait quand elle dormait et il lisait ce qu'il y avait sur son ordinateur parce qu'elle ne l'avait pas verrouillé. Ou si elle l'avait verrouillé, il l'a peut-être lu dans son carnet de notes, donc en gros son carnet de brouillon, et qu'il redescendait dans sa cave pour les recopier. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça ? J'en ai aucune idée. Si vous avez une théorie, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. En tout cas, moi cette histoire j'ai trouvé vraiment cool parce que c'est une mécanique que j'apprécie particulièrement. Comme je vous l'ai raconté, je pense que d'être dans une maison ou dans un endroit et de ne pas savoir qu'il y a quelqu'un qui vous observe, c'est terrifiant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces 2 histoires autant que moi. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Mettez votre plus beau like et moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous prenez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.